Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Je suis Christophe Rousseau, ingénieur, physicien, podcasteur, écrivain, coach certifié et apprenti druide. Et aujourd'hui, on va faire un épisode un peu particulier qui n'était pas prévu dans mon planning initial. Alors ce qu'il faut savoir, il y a deux informations que je vais partager avec toi, cher auditeur, aujourd'hui, c'est que j'ai bien commencé l'année en faisant la grippe, donc j'ai pas pu enregistrer d'épisode de la semaine dernière. Et puis j'avais plus assez d'épisodes d'avance. Donc c'est petit secret de fabrication numéro un. Et petit secret de fabrication numéro 2, il faut savoir que j'ai un planning d'épisodes qui est comment dire, savamment orchestré, avec plein de raisons derrière, sur les sujets, les thématiques que j'adresse et sur la forme aussi. Et puis, et donc tous mes épisodes sont planifiés jusqu'à l'été prochain. Parce que derrière, j'ai un projet avec cette saison d'écriture de livres qui viendra compléter la saison du podcast. Bref. Donc aujourd'hui, c'est un peu un hors-série, on va dire ça comme ça. Mais j'ai eu ce besoin, et ça fait longtemps enfin, ça fait longtemps. Je veux le faire depuis que je suis rentré des vacances de Noël. Et hélas, j'ai pas pu parce que je n'étais pas en état physique de parler et voilà, de m'adresser à vous. Donc, c'est un épisode très personnel parce qu'il s'est passé un événement dans ma famille pendant les vacances qui m'a profondément touché. Et puis, j'aimerais le partager avec vous, ou avec toi, cher auditeur, et puis peut-être apporter quelques réflexions autour de ça. Donc voilà, c'est parti. Donc j'ai passé Noël dans ma famille, dans la Sarthe. Je suis originaire de ce magnifique département très campagnard, n'est-ce pas? Et donc j'ai été chez mes parents, je suis avec mes enfants, j'ai retrouvé ma soeur, mon beau-frère. On a passé un Noël absolument voilà, très familial, très sympa. Tout ce qu'on peut imaginer de bien, de bonne chair, de bons alcools, de bons vins, de bonne nourriture. Et puis le 26, on est invité dans la famille pour revoir des membres de la famille que je vois pas très souvent finalement, mais qui sont des personnes avec qui j'ai passé mon enfance, voilà, qui ont participé à mon éducation, avec qui j'ai vécu, je suis parti en vacances, etc. Donc alors je vais pas, on va essayer de garder un petit peu d'anonymat, donc je vais changer les prénoms et je ne vais pas dire qui est qui. Par rapport à moi, mais voilà, ce sont des membres de ma famille quand même assez proches. Donc on va chez cette personne, cette dame que je vais appeler Eliane, qui a à peu près 70 ans, un petit peu plus, et il y avait son compagnon, ses enfants, donc ses enfants et ses petits-enfants, plus moi, mes parents, mes enfants. Puis on passe l'après-midi ensemble. On mange la galette, on boit une coupe de vin pétillant, voilà, on passe l'après-midi ensemble. Je les vois pas très souvent, ça me fait toujours plaisir de les revoir. Et puis pendant cette assemblée, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ma maman, quelques semaines avant Noël, elle a fait une chute et on a découvert qu'elle s'était cassé des vertèbres et qu'elle faisait de l'ostéoporose. Donc on n'était pas sûr de pouvoir fêter Noël avec elle, etc. Donc j'étais très content qu'elle était là. Et puis elle, avec toujours sa capacité à mettre les pieds dans le plat, enfin voilà, la famille lui demande de ses nouvelles, comment elle va, etc. Puis à un moment elle dit, très sérieusement comme ça, oui, c'est mon mari qui m'a poussé dans les escaliers, et puis du coup, voilà. Puis personne bronche. Vraiment, ça laisse un espèce de malaise dans l'assemblée, c'était un peu bizarre, et puis elle dit, bah non, c'est une blague, évidemment, je suis tombé de mon escabeau, je faisais mon ménage, Daniel m'aurait jamais poussé dans les escaliers. Voilà. L'après-midi passe comme ça, puis bon, à la fin de la journée, donc la belle-fille de Eliane, donc je vais la nommer Sarah, donc qui est la femme du fils de Eliane que je vais appeler Jean. Donc Jean et Sarah sont mariés, ils ont 3 enfants, 2 jumeaux. D'ailleurs, 3 garçons, peu importe qu'il y ait des jumeaux ou pas, mais peu importe, qui sont des jeunes ados. Voilà. Et puis, la femme de Jean, donc Sarah, se lève et puis commence un petit discours en nous remerciant d'être venus,
que c'était important que la famille se réunisse, voilà, etc. Puis elle commence à faire un discours très sérieusement qui- pour expliquer, j'arrive même pas à ressortir les bons mots, mais pour expliquer qu'il y a quelqu'un dans cette salle ne devrait pas être là, qui est un homme violent, qui est méchant, qui bat sa femme et qui a tapé ses enfants. Ses enfants, à elle, donc à Sarah, en parlant du compagnon d'Eliane. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eliane, elle est divorcée depuis, je sais pas, 25 ans, quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai beaucoup connu son mari. On a été en vacances ensemble quand j'étais enfant, etc. Et son nouveau compagnon, je le connais, mais voilà, on va dire que je me suis éloigné de la famille quand même géographiquement depuis plus de 20 ans. Et que par conséquent, je le connais beaucoup moins. Je l'ai rencontré quelques fois, mais ça a l'air d'être c'est un petit monsieur de la campagne. On comprend pas toujours ce qu'il dit quand il parle. Il a un bon accent de là-bas. Et il a l'air tout gentil, quoi. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, comme on dit, hein. Et puis Eliane fond en larmes, et puis on se rend compte que le discours de sa belle-fille est vrai, que elle est en train de raconter devant toute la famille que cet homme la bat, frappe Eliane, 70 ans et plus, depuis plus de 20 ans. Et là, c'est vraiment... Moi, j'ai l'impression que mes yeux vont sortir de mes orbites. Enfin, j'y crois pas mes oreilles, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Personne ne s'imaginait évidemment une chose pareille. Et, et alors, vraiment, tout le monde avait des petits bouts de bribes d'histoire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean et Sarah ne venaient quasiment plus voir leur mère à cause de lui, parce qu'il était aussi violent avec les enfants. Donc, les petits-enfants de Eliane. Il était violent et humiliant. Voilà. Et, euh, et ce qui était vraiment très difficile, parce que pour elle, ce sont ses seuls petits-enfants. Elle a une fille qui n'a pas d'enfant, du coup, et puis toute sa vie, c'est ses petits-enfants, quoi. Enfin, ses enfants et ses petits-enfants. Et je comprends pourquoi ça fait des années que j'entends qu'elle est en dépression, qu'elle est pas bien. Enfin, la dernière fois que je l'avais vue, il y a 2 ans, c'était la pauvre. Je me suis dit, mais elle va pas passer, va pas passer l'année, quoi. Enfin, vraiment, elle avait l'air tellement loin, effacée, euh, drogue, médicaments, antidépresseurs, etc. Enfin, donc, euh, donc on se rend compte après coup, évidemment, que des petites informations de droite et de gauche étaient là, mais qu'on n'avait pas fait toute l'histoire, en fait. Et puis pendant cette scène surréaliste où Sarah a sorti tout ce qu'elle avait à sortir parce que vraiment elle avait besoin, et puis qu'il fallait que ça sorte, il fallait qu'on fasse quelque chose, le gars, il était là, à table, avec un petit sourire en coin, de l'air de dire, j'en ai rien à foutre de ce que vous pouvez dire, quoi. Puis à un moment, alors, il y a eu plusieurs interactions avec lui, mais on continuait de discuter. Enfin, Eliane racontait tout ce qui lui est arrivé. Elle a une dent cassée, enfin, les violences qu'elle a subies, etc. Donc, on refait toute l'histoire. Et le gars, il est là. Il bouge pas. Je sais pas, enfin, j'avais du mal à comprendre. Et en fait, avec le recul, je me rends compte, hein, on aurait dit un petit garçon qu'on avait pris en plein flagrant délit, je vais y arriver, de bêtises, mais qui mesurait pas du tout la portée de ce qui était en train de se passer. Mais pas du tout. Le gars, c'était vraiment, mais alors je lui cherche pas des excuses. Il y en a aucune. Il y en a aucune excuse. Ça, pour être très clair, hein. J'espère que si c'était pas clair jusqu'à présent, il y en a aucune. Euh, Taper, déjà la violence, pour moi, c'est insupportable. Vous savez que je suis druide et que s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est la violence. Je suis un être de paix. Et encore moins dans des relations voilà, où il y a comment dire, des échanges d'énergie, des sentiments et des émotions, etc. Où là, clairement, il avait une influence sur elle et puis elle était un peu emprisonnée, hein. Euh, bon, je n'ai pas tous les détails de l'histoire, mais quand même, il était. Alors, on pensait qu'il était très jaloux, mais ça va au-delà de la jalousie. Donc, je pense qu'on a les premiers signes du pervers narcissique. Il y a vraiment beaucoup de signes qui démontrent que c'est un homme comme ça. Mais vraiment, il donnait l'impression que c'était pas grave. Ok, c'était fait choper, mais c'est pas grave. Il a pas nié. Il a pas nié. Et puis à un moment, mon père le regarde et il dit, mais enfin,
tu vas finir en prison, quoi. Et puis il répond, bah écoute, je serai nourri et logé, quoi. Vraiment, le gars, complètement, mais aucune. Enfin, un sociopathe, quoi. Quelle surprise. Euh, à un moment, mon fils aîné se lève, Dylan se lève, il va le voir. Puis Dylan, ça fait 1 an qu'il fait de la muscu, il mesure 1m90, je commence à être. Il regarde le petit monsieur, là, parce il est pas grand, ce monsieur, hein. On va l'appeler Jean-Paul. Voilà. Jean-Paul, il est pas très grand. Je sais pas quel âge il a, mais il a, ouais, dans les 75 ans aussi. En plus, il a subi un cancer des intestins, il a été opéré. Enfin, c'est sa femme, enfin sa compagne qui a pris soin de lui pendant des années. Enfin, c'est juste incompréhensible. Donc mon fils se plante devant lui avec 30 centimètres au-dessus de sa tête, il le regarde et dit, toi, faut que tu t'attaques à des gens de ta taille, quoi. Tu touches pas aux femmes. Et puis il est sorti parce qu'il était outré. Et, euh, et mes 2 autres enfants étaient abasourdis. On a pris Eliane dans nos bras, on l'a consolée. Et puis c'était difficile de partir parce que moi, on pouvait pas juste partir et ne rien faire. Tu vois, enfin, je veux dire, là, il y a une espèce d'urgence, de situation de vie ou de mort où on ne sait pas trop ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas comment le gars va réagir. Parce qu'il a l'air tellement, il avait une réaction tellement, putain, il y avait pas de, est-ce que tu as des regrets? Non. Est-ce que ça te fait plaisir de la taper? Non. Et tu sais pourquoi tu la tapes? Oui, oui, parce qu'elle m'énerve. En gros, tu m'énerves, je t'en fous une. C'était ça son truc, mais en fait, c'était son mode de vie. Euh, donc, on avait de la peine à décider ce qu'il fallait faire, etc. Donc, les enfants de Eliane étaient chez elle, hein, pour les vacances. Ils devaient partir le lendemain. Donc, je leur ai demandé de ne pas partir. Et puis, puis bah, la nuit, ils portent conseil, c'est comment on va traiter cette demande-là. Puis moi, je vais voir le gars, je lui dis, écoute, maintenant, tu te casses, quoi. Enfin, faut que tu partes. Ou tu pars, ou c'est la gendarmerie, ou tu finis au poste. Enfin, c'est la gendarmerie qui va venir te chercher, mais il faut que là, il n'y a pas de, il y a pas de retour possible. T'es arrivé au bout du chemin. Là maintenant que tout le monde sait. Bon, le mec répond pas. On lui demande ce qu'il a compris, etc. N'a pas vraiment de réponse. Est-ce qu'il veut, on lui dit qu'il faut qu'il se fasse soigner. Il dit oui, peut-être, mais avec ce genre de personnes, on ne sait jamais. Euh, du coup, on s'en va, on laisse Eliane avec ses enfants, donc sa belle-fille et ses petits-enfants chez elle. Et le lendemain, ils sont allés tous à la gendarmerie. Mes parents sont allés aussi. On a déposé plainte. Le gars, entre-temps, il s'est barré. Alors lui, il a fait sa petite valise le matin. Hein, il a quand même passé la nuit à la maison. Et puis en partant, il lui dit tout simplement, écoute, c'est simple, je m'en vais. Soit tu me revois plus jamais, soit je reviens, je casse tout, je mets le feu à ta maison. Parce qu'il faut savoir qu'il l'avait menacé de mort plusieurs fois aussi. Il devait menacer de mettre le feu à sa maison parce qu'il vivait chez elle, en fait, c'était sa maison à elle. Euh, il l'a menacé de l'envoyer au cimetière, d'aller retrouver ses parents. Donc vraiment, il y avait la pression psychologique, il y avait la vraie violence physique et verbale. On était vraiment dans une situation avec des années et des années de maltraitance, quoi. Donc finalement, ça finit à la gendarmerie. Le gars s'est enfui, on ne savait pas où il était. En plus, il n'avait pas de téléphone portable. Voilà. Moi, entre-temps, je suis rentré avec mes enfants chez moi dans le Pays Gex. Puis j'appelle mes parents quelques jours après. Puis là, ils me disent, mais en fait, il est revenu. Le gars, à quel point il est con. Il y avait les gendarmes dans la cour de la maison. Il est revenu, il avait les gendarmes, il est quand même revenu. Donc les gendarmes l'ont arrêté. Du coup, il a passé la nuit au poste. Et puis une enquête est ouverte et il va passer en jugement dans quelques mois. Maintenant, il y a des procédures accélérées. Donc, on a découvert enfin, moi j'ai découvert parce que je ne savais pas, mais c'était a priori des choses connues, c'est qu'il battait son ex-femme. Euh, il y a des histoires de violence dans sa famille énormes. Alors je ne sais pas, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Ses parents, etc., comment il a été élevé. S'il a été maltraité par son père, mais apparemment oui. Et puis, j'ai appris aussi, alors peut-être qu'on me l'avait dit, mais je ne me rappelle plus, ils sont 7 frères et sœurs, hein, c'était une grande famille. Un de ses frères a assassiné sa compagne. Donc, bon, je sais qu'on n'est pas responsable des faits exacts de ses frères et sœurs, mais on va dire qu'il vient d'un milieu avec
une activité, enfin une violence endémique au sein de la famille. Mm. Donc ce qui est important, c'est que Eliane, elle est partie quelques jours chez sa fille, avec sa fille, quelques jours, quelques semaines même. Lui, il a comment dire, une plainte qui est contre lui avec une ordonnance qui l'empêche de s'approcher à moins de X kilomètres de Eliane. Mais c'est vrai qu'il vit dans la région, donc on sait toujours pas trop, il peut toujours revenir, etc. Donc il y a toujours ce risque-là. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Et puis moi je suis rentré avec ça, et pour être très honnête, j'ai été extrêmement choqué. Ça m'a vraiment travaillé pendant des jours, et ça travaille toujours d'ailleurs. Donc évidemment j'en ai rediscuté avec mes enfants alors là, pour le coup, qui avait une attitude extrêmement digne. Et d'ailleurs, Eliane m'a dit, tes enfants vraiment sont des belles personnes, tu les as bien élevés, bien élevés. Alors bon, on s'en fout que je les ai bien élevés ou pas, d'ailleurs, c'est pas que moi qui les ai élevés. Mais en tout cas, ils ont montré des belles valeurs, etc. Et comme je pense tout jeune, normalement constitué de maintenant, parce qu'on vit quand même dans une époque où les violences faites aux femmes, c'est devenu totalement inacceptable et clair. Et moi, ça m'a vraiment choqué parce que, en fait, donc, comme je disais au début, moi, la violence, ça n'existe pas dans mon environnement proche. Ça n'existe pas dans ma famille, hein. On n'est pas une famille on n'a pas de violence de manière historique dans la famille. Et, euh, et du coup, je me suis senti touché de près. Parce que Eliane est vraiment quelqu'un que je connais depuis que je suis né, en fait, hein. Elle a participé à mon éducation, euh, pour qui j'ai beaucoup d'affection, que j'aime beaucoup, et de même que ses enfants. Et je me suis senti très touché parce que je me suis dit, mais ça peut arriver à n'importe qui, en fait, ces histoires. Genre, j'ai toujours regardé ça d'un œil un peu distant, euh, les faits divers qu'on voit à la télévision, les choses comme ça, ou l'histoire, la fameuse histoire Mazan, là, qui a défrayé la chronique. On n'est pas à ce niveau-là, évidemment, mais quand même. J'ai toujours regardé ça de loin en me disant, bon, ça me concerne pas directement. En plus, moi, je suis l'archétype du mâle blanc de plus de 50 ans enfin, qui n'est pas soumis à cette problématique-là, mais qui pourrait être vu comme, ouais, comme faisant partie de la problématique, en fait. En tout cas, j'aurais pu imaginer qu'on me mette dans ce panier-là, même si j'ai jamais été évidemment violent avec aucune femme. Euh, En tout cas, physiquement, j'avoue que verbalement, il m'est arrivé à une époque de ne pas être très gentil. Ça, je l'entends. Et on a vite fait de tomber dans des réflexes de pression psychologique et des choses comme ça dans les relations hommes-femmes. Donc, ça- encore une fois, je ne cherche pas d'excuses, hein. Là, ça a été beaucoup. Là, on a viré dans le cauchemar. Je, je dis juste que tout homme peut, à un moment, tomber du mauvais côté. Mais ça peut être accidentel. Ce genre de personne, pour moi, doit finir. Enfin, il va continuer. Il va retrouver une autre femme. Il va faire la même chose. Donc, il faut qu'il fasse soigner. Si tant est que c'est possible de soigner ce genre de personne. Donc, ça m'a beaucoup touché parce que ça m'a touché de l'intérieur, parce que c'était à ma famille, c'est des gens proches que j'aime. Et, euh, et j'en ai parlé avec une personne avec qui je travaille, qui s'appelle Maggie, qui m'a dit, mais écoute, Christelle, il faut que t'en parles. Parce que pas beaucoup d'hommes comme toi en parlent. C'est beaucoup de témoignages de femmes, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui en parlent. Surtout que ça te touche, donc parle-en. Donc, enfin, et je pense qu'elle a raison. Moi, l'idée n'est pas de parler de ça pour faire le buzz ou c'est juste pour donner une vision de l'homme blanc qui se sent aussi touché par le désespoir de toutes ces femmes et de celles que je connais, évidemment, du traitement qu'elles peuvent subir d'hommes malades, quoi. Et puis ça existe dans les relations amoureuses, puis ça existe aussi au travail. Alors au travail, on n'est pas dans la violence physique, on est plus dans la violence psychologique, mais on a aussi ces problèmes de harcèlement. Et je me rappelle m'être intéressé au harcèlement moral il y a une vingtaine d'années maintenant, quand j'avais lu le livre de Marie-France Irigoyen,
C'est Irigoyen ou Irogoyen, je sais plus. Je mettrai la référence dans les commentaires de l'épisode parce que ce livre, il est vraiment fondateur. C'est un petit livre très facile à lire. Et il parle du harcèlement moral au travail et à la maison aussi, hein, dans les relations de couple. Et je trouve vraiment fantastique. C'est un très très bon bouquin. Moi, j'ai suivi des formations au travail plusieurs fois sur le harcèlement en tant que manager pour connaître un peu ces différences entre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement sexuel, il suffit d'une fois, donc d'une fois où la personne se sent euh, pas en sécurité à cause d'un homme, et ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Ce qu'on ne sait pas, hein, alors que le harcèlement moral, c'est une répétition de pression psychologique. Donc je me suis beaucoup interrogé à ces sujets parce que bah, moi, je voulais me questionner par rapport à mon comportement. Est-ce que moi, je peux être un homme qui a été euh, harceleur? Euh, Est-ce que... Alors là, je parle encore une fois pas de violence, mais du coup, la limite, elle devient un peu floue parce que psychologiquement, on peut contraindre quelqu'un à faire énormément de choses. Et, euh, et le résultat, c'est les burn-out, etc. au travail. Puis à la maison, bah, ce sont des dépressions. Voilà, donc le résultat est plus ou moins le même. Et les mécanismes sont les mêmes. Donc je conseille vraiment de lire ce bouquin, de Marie-France Irigoyen. Et puis, moi, ça m'interroge sur euh, le travail que je fais autour du leadership holistique et du lean holistique sur la place de la femme alors dans la société et puis dans l'entreprise. Puis là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et à dire. Donc peut-être que c'est un- une chose sur laquelle je vais me pencher un peu plus. Je trouve que c'est intéressant, encore une fois, parce que bah, moi, je vais avoir ma vision d'homme, avec une tendance très yin, hein, on est d'accord, hein, je suis... j'ai une tête de yang, mais l'intérieur, c'est très, très yin. Et donc j'ai un regard assez intéressant là, par rapport à ça. Et donc, je pense que ça sera un sujet que je vais développer. Et puis, bah, parce que voilà, ça m'a touché personnellement et que là, il faut que la parole continue d'être propagée parce que c'est important. C'est important qu'on arrête. Enfin, moi, j'ai une fille de 20 ans et je ne peux pas considérer qu'elle soit maltraitée par n'importe quel homme, ce qui n'est pas le cas, hein, évidemment, pour le moment. Mais je, je pense que c'est un sujet sur lequel on va continuer de devoir, hélas, discuter, échanger, et essayer de trouver des solutions pour ces hommes ouais, qui sont malades, quoi. Je ne peux pas mettre d'autres mots que malade. Je veux dire, je crois pas en l'incarnation pure du mal. Je pense que ce sont des gens malades, avec des traumas qui n'ont pas été soignés, etc. Et puis, euh, si on peut le faire quand on est jeune, soigner ses traumas, tant mieux. Maintenant, c'est sûr qu'à 70 et 75 ans et plus, ça devient compliqué. Je pense, enfin, franchement, j'ai peu d'espoir pour ce gars. Bah, j'espère qu'il va être pris en charge en tout cas et pas juste jeté en prison parce que c'est pas la prison qui va soigner. Il faut vraiment qu'il y ait un suivi psychologique. Je sais pas s'il y a des traitements pour ça, mais pour traiter la gestion de sa colère et puis sa relation aux femmes. Euh, Voilà, c'était le sujet du jour. C'était un petit peu lourd. Je pense que c'était important d'échanger. Enfin, c'est important d'en parler et j'aimerais beaucoup échanger là-dessus. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi donc sur les commentaires de la chaîne YouTube ou sur le groupe Facebook. C'est un épisode un peu plus décousu, un peu plus personnel et intime. En tout cas, merci de l'avoir écouté. Et, euh, et je pense qu'on sera en effet amené à rediscuter de la place de la femme. Moi, j'aimerais bien vraiment travailler sur la place de la femme dans l'entreprise parce que c'est un vrai sujet. Vraiment, c'est un vrai sujet. J'y suis confronté tous les jours. Euh, les remarques, même les blagues les plus bêtes, souvent, même moi, me mettent mal à l'aise. Hein, des remarques sexistes ou des blagues. Enfin, on peut plus faire tout ça. Et j'ai des amis, des collègues et amis même proches, qui, euh, qui pensent que c'est que de l'humour et que c'est pas très grave, mais si, c'est grave. Faut vraiment arrêter toute cette façon dont
rabaisse la femme dans le cadre du travail. C'est hyper important. On peut pas, enfin voilà, ça c'est juste plus possible. Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais on peut plus rien dire. Ben, on peut plus rien dire. Est-ce que c'est bien de dire ce genre de choses déjà? Déjà le penser, je suis pas, j'ai des doutes, mais le dire, non. Enfin, ouais. Il y a des choses qu'on peut plus dire ou faire. Et c'est ok, je pense que c'est très bien que la société évolue dans ce sens-là. Donc voilà, je m'arrête pour ce sujet aujourd'hui, on sera appelé à en reparler. Je te remercie beaucoup d'avoir passé ces moments avec moi, je te retrouve la semaine prochaine pour le, l'épisode qui était prévu, et puis on reprend le rythme normal des publications. Voilà, je t'embrasse et à très bientôt.